Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes et nous sommes au Carrefour International du Bois 2022. Et avec mes 4 invités de cet après-midi, nous allons parler d'un sujet important, la traçabilité. On va voir en quoi c'est un outil d'aide au choix responsable. Avec moi pour en parler et à côté de moi, Monsieur Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la LCB et vous êtes... Non, à Bois de France, au label Bois de France. Excusez-moi, label Bois de France, je n'avais pas, c'était pas sur la bonne ligne. Donc label Bois de France, et que faites-vous exactement là-bas? Je suis le responsable du label Bois de France. On est une équipe de 3 personnes. Voilà. Voilà. Et le label Bois de France, qu'est-ce que c'est? Le label Bois de France, c'est un label qui garantit sur le produit un bois issu de forêt française et transformé en France. C'est cette double garantie qui est importante et qui est apportée par le label. Voilà, c'est ce qu'apporte le label. À côté de vous, monsieur Dominique Cotineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'UICB. Vous en êtes le délégué général. Et qu'est-ce que c'est que l'UICB? Alors l'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs bois, qui est une organisation professionnelle qui regroupe 300 entreprises, acteurs de la construction bois ou des produits de bois construction. À votre gauche, Alessandra Negri, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable RSE LCB pour le coup. C'est bien moi. C'est bien vous. Et donc, la LCB, rapidement. Donc la LCB, c'est une association de professionnels du bois qui regroupe les importateurs, les transformateurs et les distributeurs, donc les négociations de bois. On s'est réunis en 2000 avec un objectif promouvoir l'usage responsable du bois. Et en 2015, on est devenu organisation de contrôle au sens du règlement bois de l'Union européenne. Donc on propose en fait une évaluation des risques aux adhérents pour qu'ils importent de façon responsable le bois. C'est ce qu'on va voir avec vous. Et à côté de vous, Madame Sabine Bourri, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, déléguée générale de l'UIPC. Oui, De quoi s'agit-il? L'UIPC, c'est l'Union des industries des panneaux contreplaqués, dont je suis déléguée générale. Et donc je représente les fabricants de panneaux contreplaqués français. Je vous demanderai de mettre un tout petit peu plus près votre micro. Une première question à tous les 4, en 2 mots. La traçabilité, on en entend beaucoup parler en ce moment sur tous les produits de construction. Qu'est-ce que c'est? La traçabilité, c'est une façon d'apporter une garantie sur un produit, une garantie d'origine ou de gestion durable de la forêt. Vous êtes d'accord avec cette définition ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, vous nous demandiez tout à l'heure 3 mots quand on Oui, préparait cette 3 mots. émission. J'avais inscrit en ce qui me concerne garantie, responsabilité, engagement. Donc garantie, ce que vient d'évoquer Jérôme. Responsabilité, c'est la responsabilité des acteurs de la chaîne de valeur, de toute la chaîne de valeur des produits de bois qui arrivent jusque dans la construction. Et puis engagement, c'est l'engagement que l'on se doit à la fois mutuellement et l'engagement que l'on doit à nos concitoyens acquéreurs de produits et de solutions bois, notamment dans le cadre des logements ou des bâtiments d'une manière générale. Pour vous, cette définition est la bonne? Parfaite. On peut juste rajouter peut-être la transparence aussi, qui est quelque chose dans nos sociétés dont on a de plus en plus besoin, et savoir d'où vient son bois, et savoir comment j'ai prescrit mon bois et d'où il vient, si j'ai bien respecté toute la réglementation, c'est très important. Et de votre côté, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, tout à fait. Moi, je me l'étais noté. La traçabilité, c'est du suivi pour une meilleure transparence et pour une meilleure confiance entre acteurs. Si j'ai bien compris, il y a 2 formes de traçabilité, m'a-t-on dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ces 2 formes de traçabilité? Il n'y a peut-être pas 2 formes, mais plutôt peut-être 2 scopes de traçabilité. Il y a la traçabilité proche, circuit court, donc peut-être Bois de France, donc je laisserai expliquer cette forme de traçabilité. Donc là, le but, c'est vraiment de prouver la localité de l'essence du produit. Il y a la traçabilité aussi qui sert à la transparence, l'engagement, le respect des forêts, la gestion durable, savoir d'où provient son bois, avec peut-être aussi des outils de traçabilité qui sont plutôt mondiaux cette fois-ci. Et qui sont la certification de gestion durable des forêts et avec l'intérêt de promouvoir l'usage de bois qui soit issu de forêts responsables. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, pour compléter, en effet, il y a 2 sujets aujourd'hui que l'on trace dans le bois. La gestion durable, en effet, comme on vient de le dire, et puis parfois donc l'origine, comme dans le bois français. Et après, il y a les méthodes de traçabilité. Et ça, en effet, aujourd'hui, elles sont définies. Elles sont définies par une norme ISO 38200, qu'utilisent les certifications PEFC, FSC, qu'on utilise aussi dans la labellisation Bois de France,
qu'on utilise aussi dans un outil qu'on a développé pour les JO 2024 qui est France Bois Traçabilité. On a même expliqué tout ça dans un document justement réalisé par France Bois 2024 qui explique justement ces différentes méthodes de traçabilité et le fait de les avoir regroupées dans un outil qui s'appelle France Bois Traçabilité. Et en fait, quelle que soit la traçabilité qu'on fait, on utilise toujours les méthodes qui sont aujourd'hui dans l'ISO, c'est-à-dire la séparation physique, le pourcentage moyen ou le crédit de quantité. Voilà. Et on l'adapte après, on l'applique au sujet que l'on veut tracer. Alors, avant de voir... Oui, allez-y. Oui, je voulais juste rajouter un point de départ qui n'a pas été cité, c'est qu'en plus de la gestion durable des forêts, le point de départ, ça me semble être la légalité, c'est-à-dire de vérifier qu'effectivement la récolte s'est bien déroulée en toute légalité, qui est le point de départ. Après, il y aura la gestion durable des forêts qui pourra venir dessus. Donc légalité, gestion durable. En fait, j'ai besoin, moi, maître d'ouvrage ou architecte, de savoir d'où vient le bois, s'il a été coupé légalement et si en plus il a été, on va dire, exploité d'une manière durable, c'est ça? Oui. Je résume. C'est exactement ça. Le prérequis, c'est vraiment d'éviter le commerce illégal du bois qui a fait fureur dans les années 2000. Et il y a eu ce règlement bois de l'Union européenne. Donc le prérequis numéro 1, c'est respecter, c'est la loi. Enfin, on ne devrait même pas le répéter. Et après, promouvoir la gestion durable des forêts, c'est encore un cran au-dessus pour respecter l'écosystème qui a produit le bois. Vous allez nous expliquer le règlement bois, mais avant, vous vouliez dire quelque chose. Oui, juste dire qu'il y a... en fait, le règlement bois de l'Union européenne, c'est bien quelque chose de réglementaire. Donc c'est une exigence en fait qui nous vient, nous en tout cas au niveau de l'Europe. Et puis après, il y a l'engagement, la responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, qui eux viennent plutôt du bas et qui vont être la gestion durable des forêts. C'est-à-dire c'est une motivation pour protéger la forêt. Et puis au-dessus, il y a le règlement qui vient imposer un critère de base de départ qui est la légalité. Alors parlez-nous de ce règlement. Donc, le règlement bois de l'Union européenne est entré en vigueur en 2013 avec pour but éviter le commerce illégal du bois parce que voilà, c'était juste pas possible et il fallait que l'Union européenne se charge de cette question. Donc ils ont créé ce règlement bois de l'Union européenne qui a mis toute l'obligation sur les importateurs, donc les premiers metteurs en marché sur le sol de l'Union européenne. Donc les importateurs ont l'obligation légale d'avoir un système de diligence raisonnée qui est en fait une procédure d'évaluation des risques pour éviter le risque de commerce illégal. Donc là, la traçabilité est essentielle dans ce RBE, donc Règlement bois de l'Union européenne, parce que pour savoir si les lois des pays producteurs sont bien respectées, si la récolte est légale, il faut savoir d'où vient son bois. Donc il faut faire une traçabilité de son bois pour savoir d'où et où est produit le bois qu'on importe. Très concrètement, comment ça marche pour ceux qui ne sauraient pas? Alors, par exemple, LCB, donc on est organisation de contrôle donc accréditée par l'Union européenne pour proposer un système. Donc c'est une méthodologie qu'on propose aux importateurs. Elle a 3 piliers: la collecte d'informations, donc savoir des informations sur les essences, sur le pays d'origine, la cartographie. Deuxième pilier de ce système d'évaluation des risques, c'est évaluer le risque justement, donc le cœur du système. Et après, l'obligation de l'atténuer. Donc il y a toute une méthodologie qui tourne autour de ces 3 étapes et on a mis en place un référentiel avec des indications sur les légalités, les textes qu'il faut demander, les preuves de légalité qu'il faut demander quand on importe par exemple un produit du Brésil. Pour le côté atténuation des risques, on a mis au cœur de notre système la certification de gestion durable des forêts parce que c'est le meilleur outil pour d'une part avoir une traçabilité et être sûr que ça provient d'une forêt gérée de façon légale minimum mais aussi responsable. Voilà, il faut les deux. Hein. La certification n'est pas obligatoire, mais c'est un meilleur outil pour s'assurer de la traçabilité. Donc en fait, c'est la certification qui vous sert d'outil pour assurer cette traçabilité et voir finalement la légalité du bois qui est exploité. C'est ça. Il y a 2 choses différentes. Il y a quand même la légalité avec est-ce que le bois que j'importe par exemple du Cameroun respecte une assiette de coupe. Donc je vais demander un document légal à l'entreprise qui exporte son bois. Et le côté
gestion durable, donc là c'est plutôt la certification, on va encore plus loin. Est-ce que ça va jusqu'à aller sur place, vérifier? Est-ce qu'il y a des audits? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous mettez en place? Si oui, comment ça marche? Je ne sais pas, est-ce que c'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Alors le RBE, Règlement bois de l'Union européenne, donc là on est sur la légalité, lui, l'obligation, c'est de faire une évaluation des risques. Donc on est vraiment sur une évaluation des risques de la personne qui importe. Le risque change en fonction du produit qu'on importe et de sa zone. Donc là, la cartographie et la traçabilité est très importante. Il y a des zones qui sont plus à risque, on va dire. Exactement, où on doit avoir plus de vigilance. C'est le but du règlement bois de l'Union européenne. Et donc là, dans certains cas de figure où il peut y avoir des risques en fonction du fournisseur, en fonction du pays, en fonction du produit qu'on importe, LCB, nous, on fait des recommandations et on demande aux utilisateurs de notre système, parfois, quand c'est à risque, de faire des audits de terrain. Ils peuvent le faire eux-mêmes, on appelle ça l'audit de tierce partie, ou ils peuvent demander à un organisme auditeur qu'il le fasse pour eux. Donc ça, c'est la tierce partie. Il y a aussi comme autre outil, si l'entreprise n'a pas les moyens de se déplacer sur place, il y a aussi, elle peut demander un produit certifié. Parce que quand on a une certification, c'est une certification qui est auditée. Donc chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement est audité par un tiers, un organisme tiers qui vérifie. D'une part, il y a 2 types de certification. Donc la forêt, donc il y a toute une norme sur la gestion durable d'une forêt, sur la légalité, sur le respect des droits sociaux. Et après, chaque partie, donc la forêt est reliée avec le produit final. Donc là, on arrive au marché. La certification a été créée pour en fait indiquer le marché vers une source responsable. Et chaque entité est après auditée. Voilà, donc normalement, on devrait arriver. C'est vraiment du contrôle. Est-ce qu'on sait finalement si on est bien cadré là-dessus ou est-ce qu'il faudrait améliorer le système? De votre point de vue, est-ce que ce système est le bon et est-ce qu'il arrive à bien empêcher l'illégalité du coup? Oui, alors ce système est le bon. Ça met, alors il y a 2 systèmes, comme je disais, sur la légalité, donc le RBE, le système de diligence raisonnée, où là, le poids de la charge porte sur l'importateur. Donc c'est énorme, il faut faire une bonne cartographie. Et il y a la certification, où là c'est encore plus verrouillé, parce que comme je disais, ce n'est pas une évaluation des risques, c'est une évaluation de conformité. Sur ce point, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste préciser que en fait, le règlement bois de l'Union européenne, il s'applique à la personne ou l'opérateur qui met pour la première fois sur le marché européen des produits. Donc ça peut être un transformateur qui importe sa matière première de l'extérieur, ou même de l'intérieur de l'Europe. Ça s'applique autant à partir du moment où à partir du moment où il utilise de la matière première, il doit aller vérifier qu'effectivement celui qui a récolté l'arbre l'a fait dans des conditions tout à fait légales, qu'il était autorisé pour le faire. Et voilà. Et donc en fait, l'acteur qui est au début de cette chaîne de traçabilité et qui va devoir aller faire toutes ces vérifications dont parlait Alessandra sur place, ça va être celui qui met la première fois sur le marché européen les produits. Donc ça s'applique de manière égalitaire à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Voilà. Par contre, les contrôles, c'est pour compléter ta réponse, les contrôles, ils se font pays par pays. Il y a une règle commune à tous et après chacun fait ses propres contrôles. Messieurs, sur ce qu'on vient d'entendre, une réaction? Oui, je crois qu'on a des aspects là qui sont, on le voit, extrêmement techniques et qui nous parlent à nous professionnels, mais on a une étape supplémentaire à franchir, c'est faire comprendre ça à nos concitoyens, au grand public, qui sont acquéreurs de produits bois. J'ai souvenir d'une étude que j'avais lue il y a 2 ou 3 ans sur la connaissance du grand public des labels ou des certifications. Les deux mots qui sortaient en premier, les plus connus, étaient PEFC et FSC. En revanche, lorsque l'on demandait aux gens ce qu'il y avait derrière les labels ou les certifications, c'est ceux qui arrivaient en dernier. Et le pourquoi de cela, c'est que sur tous les magazines ou ouvrages que l'on peut lire, on a majoritairement, Dieu merci, le label PEFC ou FSC. Mais derrière, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et on a vraiment ce besoin d'aller faire comprendre ce que cela veut dire, de façon grand public, faire comprendre la garantie de toutes ces chaînes de contrôle qui existent, parce que on a sur le volet de la construction notamment une montée en puissance qui va arriver. On le sait, le marché de la construction bois, il était
relativement stable pendant toutes ces années parce que c'était un mode de construction alternatif. Et quelque part, on s'adressait à des convaincus. Avec l'arrivée de la RE 2020, mécaniquement, le bois dans la construction va prendre de plus en plus de place. Et on va s'adresser à des personnes qui vont utiliser le matériau bois dans la construction sans l'avoir volontairement choisi. Ce matériau va quelque part s'imposer de plus en plus à eux. Et donc il faut qu'on amène ces éléments de compréhension parce que ça va être une demande, vous le disiez tout à l'heure, de la maîtrise d'ouvrage. On le voit dans le cadre des Jeux Olympiques. Jérôme l'évoquait tout à l'heure, ça a été une demande du comité d'organisation et de la Solidéo pour la réalisation de ces bâtiments, tout à fait légitime, mais ça va être la commande privée, la commande publique qui va la mener. Il faut que l'on travaille à ces clés de compréhension. Voilà, il faut bien montrer que le bois que l'on travaille est un bois légal et est un bois qui a été certifié dans une gestion durable des forêts. C'est ça, et la gestion durable elle est extrêmement importante, hein, puisque sur la notion de l'impact environnemental, le kilogramme de CO2 que l'on émet aujourd'hui à Nantes, il a le même poids que celui qui est émis au même moment à Shanghai ou à New York. Et la captation de CO2 par la forêt, qu'elle se fasse en bord d'Erdre ou au bord du Rio, c'est le même impact. Donc c'est bien cette notion de gestion durable qui rentre dans tout ce cycle vertueux de la réduction de l'impact environnemental. Et puis, c'est aussi, au travers de cela, favoriser également les circuits courts. On parlait tout à l'heure de la forêt amazonienne, donc il y a toute cette image d'Épinal de la destruction de la forêt amazonienne. C'est pas qu'une image d'Épinal, je pense. Et je pense que c'est pas qu'une image d'Épinal, mais c'est aussi montrer qu'on est en mesure de favoriser des circuits courts. Et je pense que Jérôme ne me contredira pas sur ce sujet. C'est aussi, à l'échelle de l'Hexagone, travailler le plus possible notre ressource avant d'aller voir plus loin. Eh ben, allons-y voir notre ressource. La transition est toute trouvée, merci Dominique. Voilà. Oui, on a parlé beaucoup là, de la traçabilité de cette gestion durable des forêts. J'ai envie de dire c'est une traçabilité de départ, c'est une traçabilité indispensable d'exploiter du bois, d'utiliser du bois qui est issu de forêts gérées durablement, pour qu'on puisse continuer à avoir du bois demain, etc. Et avoir un impact carbone, comme l'a dit Dominique. Après, il y a l'étape suivante, c'est d'être encore un petit peu plus responsable en essayant d'utiliser en priorité du bois qui est au plus proche, donc du bois issu de nos forêts françaises. Éviter de faire trop circuler le bois à travers le monde. Ça va avoir un impact direct là aussi sur l'empreinte carbone. Donc du bois issu de forêts gérées durablement et, dans la mesure du possible, du bois issu de nos forêts françaises et transformé en France. Et ça, c'est ce que l'on essaye de développer avec Bois de France. Et là aussi, on s'aperçoit que c'est beaucoup auprès des maîtres d'ouvrage aujourd'hui dans la construction que l'on a une attente et des demandes par rapport à ce sujet-là, notamment avec l'arrivée là aussi de la RE 2020. La RE 2020, elle a fait bouger beaucoup de curseurs en fait. Elle a fait bouger le curseur du bois, mais elle a aussi interrogé les maîtres d'ouvrage sur l'empreinte carbone de leurs bâtiments. Et on voit qu'en utilisant un bois français transformé en France, on arrive encore à optimiser encore un petit peu plus cette empreinte carbone. Un petit peu plus vertueux. Mais par exemple, quand vous travaillez pour la Solidéo sur ce document-là, et sur quelles sont leurs demandes je ne sais pas si on peut dire si la traçabilité est quelque chose pour rassurer, enfin c'est pour rassurer, mais quelles sont leurs demandes pour les rassurer, pour leur dire voilà, je suis sûr que le bois que je vais avoir sur les bâtiments à Saint-Denis seront tracés et auront ces labels. C'est quand même plus qu'une réassurance. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, et pas que ceux de Paris, mais déjà ceux d'avant, comme Londres, ont besoin, et c'est une nécessité d'afficher aujourd'hui une empreinte carbone qui soit la plus faible possible pour des activités comme des Jeux Olympiques. Et donc c'est une vraie attente de la part de la Solidéo, des acteurs des JO, et il fallait y répondre. Donc on a essayé d'y répondre avec les entreprises évidemment, en apportant des garanties sur la gestion durable des forêts et sur la traçabilité de cette gestion durable des forêts, et sur la traçabilité aussi d'une proportion importante de bois français. La Solidéo a demandé à ce qu'au moins 30% du bois français du bois utilisé dans les bâtiments soit du bois français. Avec la filière, on a même essayé de pousser à 50%. C'est un objectif a priori qui est en train d'être réussi. Donc c'est une vraie attente du maître d'ouvrage et une vraie réponse de la filière à ces attentes. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, pour compléter le propos et absolument pas en opposition, on sait aujourd'hui aujourd'hui à date et encore pendant de nombreuses années, on ne saura pas tout faire en bois français. Donc il faut pouvoir le maximiser et positionner le curseur à bon escient. Mais puisque l'on sait qu'on ne pourra pas tout faire
en bois français, c'est bien de garantir que tout ce qui rentre sur le territoire national a ces critères de traçabilité et de gestion durable. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y avait un autre sujet, mais je pense que Sabine, dans le cadre des demandes de la Solidéo, pourra en parler mieux que moi, c'était la demande d'interdire à un moment le recours au bois exotique. Or, il y a des équipements, des aménagements qui ont besoin d'essence de bois exotique. Oui, on verra avec vous un exemple justement de cette traçabilité par rapport au bois exotique. Mais c'est bien l'argument dont on a besoin, enfin, dont les acteurs du marché ont besoin. Avant d'en venir là, je sens que vous avez tous les deux envie de réagir. Donc, qui commence? Honneur aux dames. Oui, merci. C'était pour revenir aussi sur le fait que, évidemment, j'ai pas envie qu'on pense que le message... Tous les bois, en fait, n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques. Donc évidemment, le but, et LCB, nous, on représente le bois du monde, donc le bois français, mais aussi le bois d'ailleurs. Et le but, en fait, c'est d'utiliser le bon bois pour le bon usage. Et d'être sûr que tous les bois respectent des normes environnementales, sociétales et évidemment économiques. Le but, protéger la forêt, conserver la forêt mondiale en exploitant la forêt. Alors je sais que ça peut être un... C'est pas simple, parce qu'au niveau sociétal aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes acceptent plus difficilement la gestion de la forêt, même durable. On vous dira que c'est pas une bonne gestion. C'est dommage parce que quand on sait que la cause numéro 1 de la déforestation, c'est l'expansion agricole et que en fait, les pays producteurs ont une perte économique de la valeur de leur forêt et préfèrent en fait faire de l'agriculture. C'est le cas de la Côte d'Ivoire en fait, qui a été rasée pour faire du cacao. C'est le cas du Brésil avec l'expansion pour le bœuf, où on rase la forêt amazonienne en fait pour faire du bétail. Et c'est là où vraiment il y a un pouvoir d'utiliser un matériau qui est renouvelable, qui est dans sa gestion responsable et dans sa mise en œuvre qui stocke du carbone. Est-ce que assurer la traçabilité dans ces cas-là, dans ces deux cas que vous nous avez, permet justement d'éviter cette déforestation sauvage? Exactement. On sort peut-être un peu de notre sujet, mais la traçabilité sert à être sûr que les bois ne proviennent pas de coupes illégales. Par exemple, des coupes qui ont servi... Est-ce que ça valorise le bois, finalement? Est-ce que j'ai intérêt, finalement, une fois que je sais que j'ai une bonne traçabilité, que j'ai des forêts gérées durablement, Exactement, de ne pas les raser pour pouvoir élever des bœufs? Exactement, que ça valorise le bois, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un outil de transparence. Si on veut communiquer, il faut que je sache et que tous les concitoyens sachent d'où proviennent leurs bois et que ça permet la conservation de la forêt et non sa destruction. Allez, il y avait une petite réaction là et je vous redonne la parole et après on verra votre exemple aussi. C'était pour compléter ce que vient de dire Alessandra, mais c'est exactement ça en fait. Il ne faut pas être dogmatique. À la limite, on pourrait être dogmatique sur le sujet de la gestion durable des forêts parce que ça, c'est indispensable aujourd'hui de s'approvisionner à partir d'un bois issu de forêts gérées durablement. C'est absolument indispensable quand on voit le changement climatique, quand on voit plein de choses qui se développent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il faut que ce soit géré durablement. Et après, la notion d'origine géographique, c'est une complémentarité en fait à cette notion de gestion durable des forêts. Mais voilà, Alessandra l'a très bien dit, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de vision dogmatique parce qu'il faut en effet, on a besoin de toutes les essences de bois qui existent, de tous les produits bois qui existent. Quand on peut utiliser du bois français, utilisons du bois français, mais quand il faut utiliser, parce qu'il y a certaines fois où il faut utiliser des bois exotiques, et ben, continuons d'utiliser du bois exotique, mais issu de forêts gérées durablement. C'est à vous, oui. Sur une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, et puis après on part sur votre exemple avec un bois exotique. D'accord, mais là c'était une réponse un peu par rapport à ce qui a été dit par rapport au bois exotique. Ça fait partie, c'est écrit dans la stratégie nationale contre la déforestation importée. Dans cette stratégie française, elle dit, alors pour la paraphraser parce que j'ai plus les exacts termes en tête, mais en gros elle dit il n'y aurait rien de pire que de boycotter les bois issus des forêts tropicales, par exemple, pour prendre ces exemples-là et peut-être un petit peu casser l'image d'Épinal dont on parlait tout à l'heure, parce que boycotter les bois, c'est réduire la valeur, voire annuler la valeur qu'on donne à un arbre. Et quand un arbre n'a plus de valeur, on le coupe pour aller produire, comme tu le disais, du bétail ou de la culture qui va être plus rentable et à plus court terme. Et donc le point de départ, c'est la valeur financière, économique, qui induit une valeur sociétale et qui induit une valeur environnementale. Le début du problème, il est là. Il faut sauvegarder ça et c'est ça qui va permettre
après, de mettre en place des systèmes de gestion durable de la forêt et de la croissance et de la régénération naturelle. Et voilà. Mais le point, vraiment le point de départ pour moi, c'est la valeur financière qu'on accorde à l'arbre. Et plus on utilise le bois et plus on l'utilise pour le maximum de ses propriétés techniques et technologiques, plus on lui donne de valeur. Donc c'est un aller-retour permanent entre la forêt et l'utilisation du bois qu'on va faire. Qui normalement est vertueux. Tout à fait. Parlez-nous de Twin Peuplier. Je vous parle de Twin Peuplier. Alors juste, les fabricants de contreplaqué, ils sont situés en amont de cette chaîne de traçabilité parce qu'ils peuvent être considérés comme des premiers transformateurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher directement dans la forêt des grumes qui vont ensuite dérouler et puis ils vont en faire des plaquages et ces plaquages sont utilisés pour fabriquer des panneaux contreplaqués. Et ce qui est marquant en fait chez les fabricants de contreplaqué français, c'est qu'ils utilisent 4 types d'essences. Ils utilisent 3 essences françaises qui sont le pin maritime, le peuplier et le hêtre. Et puis ils utilisent, et ça c'est historique, parce qu'avant ils n'utilisaient que ça, c'est de l'okoumé en provenance du Gabon. Et donc dès qu'on parle de l'okoumé en provenance du Gabon, on pense à tout ce qu'on a échangé précédemment, c'est-à-dire que c'est un bois tropical. Et, pardon, je vouliez... Non, allez-y. Et donc... par cette activité en fait de transformation, en étant premier transformateur, finalement, ils sont totalement, ils ont le devoir d'être conformes au règlement bois de l'Union européenne. Et c'est là où ils sont obligés de faire ce qu'on appelle la diligence raisonnée. Et la diligence raisonnée, pour ce qui concerne les bois d'origine française, on considère que le risque est faible, parce qu'on considère qu'en France, l'exploitation de la forêt, elle est légale. Donc, la diligence raisonnée et les vérifications qu'il va falloir aller faire sur le terrain, c'est plus léger. Par contre, dès qu'on parle du Gabon et de l'Afrique, tout de suite, il y a cette image qui vient, et on va considérer, du coup, qu'il y a beaucoup plus de risques à ce que, effectivement, le bois provienne de forêts ou de récoltes illégales, on va dire. Et ça, c'est le premier pan du problème. Vient s'ajouter à ça, effectivement, est-ce qu'on veut que notre bois vienne de forêts gérées durablement? Alors, pour illustrer en fait le propos, je voulais vous dire qu'au Gabon, par exemple, c'est le Gabon lui-même qui met en place depuis plus de 20 ans ce qu'ils appellent un plan vert et une forme de règles de gestion forestière. Et par exemple, pour l'okoumé, la récolte autorisée, c'est uniquement un arbre par hectare. Et une fois que l'arbre a été récolté, cet hectare, il est fermé pour 25 ans. Ça, c'est dans les forêts qui sont gérées durablement, on est d'accord? Non, c'est obligatoire. Obligatoire au Gabon. Voilà, le niveau. Alors, si on considère que le règlement bois de l'Union européenne et la légalité, c'est le niveau 0, eh bien, à ce niveau 0 au Gabon, c'est comme ça que ça se passe. Un arbre par hectare, et une fois que l'arbre est récolté, l'hectare est fermé pour 25 ans. On n'a plus le droit de récolter rien dans cet hectare pendant 25 ans. On va passer à l'hectare d'à côté où on va récolter un arbre. Donc, vous imaginez, d'une part, c'est-à-dire qu'on laisse le temps à la régénération naturelle, puisque un autre okoumé peut-être ou un autre arbre va pouvoir pousser, et en 25 ans, et dans 25 ans, on viendra en chercher un autre qui est lui plus grand, plus âgé. Donc en fait, ce que je cherchais à dire, c'est que dans certains pays, quand il y a une prise de conscience justement de la nécessité de gérer sa forêt durablement, ça peut exister sans qu'on ait intervention des systèmes de gestion durable des forêts tels que PEFC ou FSC. Voilà, et ça c'est le niveau basique. Et puis après vient s'ajouter effectivement cette nécessité que le bois soit issu de forêts gérées durablement, mais que ça soit certifié, qu'on vous l'assure. Et dans ces cas-là, au Gabon par exemple, c'est plutôt FSC qui est développé, alors qu'en France, c'est plutôt très majoritairement PEFC. Et ce que je voulais illustrer, en fait,
la capacité, pour répondre à Dominique, la capacité qu'ont les fabricants de contreplaqués à assurer leurs clients qu'effectivement leurs panneaux contreplaqués sont bien issus de bois venant de forêts gérées durablement, eh bien, en fait, eux, ils se retrouvent confrontés à une difficulté, c'est que d'une part, ils répondent au RBUE, donc ils sont conformes au règlement bois de l'Union européenne. Par contre, quand ils vont fabriquer ce que vous avez appelé le twin peuplier Okume, en fait, c'est un panneau qui est un mélange de plaquage, de peuplier et d'Okume. Et ils vont importer leurs plaquages Okume qui vont être certifiés selon le label FSC, et ils vont avoir leurs plaquages peupliers qui vont être certifiés PEFC. Et ils n'ont malheureusement pas la possibilité d'apposer les deux labels sur leurs panneaux. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix, mais c'est un choix exclusif. Ça veut dire que, en fait, leur panneau, il va être 100% en provenance d'une forêt gérée durablement, mais ils ne peuvent pas le dire. Alors ça, c'est la limite. En fait, c'est la limite de la traçabilité. Ils la font. L'outil est là, l'outil est en place. Mais après, dans une logique d'information et de transmission de cette confiance et de cette transparence, eh bien, c'est le système lui-même qui vient bloque bloquer un petit peu les choses. C'est des choses qu'on va pouvoir faire bouger, ça, ou ça bouge pas du tout? On travaille dessus beaucoup. Vous travaillez dessus beaucoup. C'est un petit peu l'objet de France Traçabilité qu'évoquait tout à l'heure Jérôme. Oui, tout à fait. Dans France Traçabilité, on a essayé de regrouper les démarches, que ce soit PEFC, que ce soit FSC et Bois de France. Mais du coup, sur la gestion durable des forêts, on a bien mis ensemble, autour de la table, PEFC et FSC. La difficulté, après, c'est des règles d'usage de logo, en fait, tout simplement. Et le but du jeu de France Bois de Traçabilité, c'est d'essayer de transcender ces notions-là pour essayer d'avoir un package global et gestion durable de la forêt et provenance. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, voilà, c'était pour rebondir sur ce que disait Sabine aussi. Donc effectivement, respecter la légalité, c'est respecter la légalité des pays producteurs. Et certains pays producteurs ont évidemment des codes forestiers qui respectent la gestion durable des forêts. Ce qui peut poser problème, c'est l'application de la loi en fait. C'est bien d'avoir plein de lois, mais il faut les faire respecter. Et là où il y a le risque, c'est lorsqu'il y a de la corruption. Voilà, oui. souvent. Et c'est là où la certification a tout son poids, justement pour vérifier si les lois sont bien appliquées. Et ce qu'on disait aussi sur l'harmonisation des labels, c'est bien ça, les reconnaissances intra-labels qui peuvent poser problème, c'est vrai pour les consommateurs finaux. Nous, on promeut aussi la reconnaissance intra des labels, mais en tout cas, dès que j'ai FSC, PEFC, un autre, je suis sûr que ça provient d'une forêt gérée durablement. Et quelquefois, les forêts ont la double certification, c'est-à-dire qu'elles sont certifiées selon le référentiel FSC et selon le référentiel PEFC. Et là, il y a des surcoûts aussi pour la profession. Oui, bien sûr. Chacun un mot de la fin, très court. Qui commence? Allez-y. Je crois qu'on le voit, on a les outils, on se parle beaucoup, on le voit également entre initiés. Donc on a ce besoin de clarification parce que les outils sont là. Mais le marché, nos concitoyens vont nous le demander. Au travers de cela, c'est amener de l'éducation et de la pédagogie à l'importance de l'usage du bois et du bon usage du bois. Et puis, que l'on ait ces éléments de garantie, qu'ils soient lisibles pour eux. On ne peut pas y échapper collectivement. Voilà. Pour rebondir, c'est vraiment, on est un secteur mature, le bois. Il faut vraiment qu'on sorte du bois pour le coup. Et avoir les bons outils, donc la traçabilité, les labels, toutes les mesures de précaution pour être sûr d'où provient le bois, mais il faut être fier de l'usage du bois, peu importe son origine. Voilà, et la traçabilité nous permet d'en être fiers, normalement. Oui, c'est effectivement pour rebondir, les outils sont en place. Toute cette traçabilité existe et maintenant il faut la faire connaître et la traduire, l'expliquer et former les consommateurs à ce que ça veut dire et tout ce que ça engage aussi comme énergie et comme effort derrière, parce que c'est pas neutre. C'est pas neutre et ça rejaillit forcément dans le coût au final d'un produit. C'est énormément d'implications et aussi de compétences, finalement, de nouvelles compétences aussi de l'entreprise qui l'écarte un peu de ses compétences techniques par rapport aux produits qu'elle produit. C'est quoi le coût de la traçabilité ? Alors là, c'est à toutes les échelles. Donc déjà, rien que pour un forestier, ça peut être énorme le coût de la certification.
Il faut respecter des normes de lutte contre le braconnage, donner accès aux populations à de l'éducation, à des dispensaires médicaux. Donc vraiment, ça peut être vraiment énorme. C'est important. Vous avez le mot de la fin. Quelle responsabilité. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, consommons du bois, tous, qu'on soit des maîtres d'ouvrage, publics, privés, des consommateurs. Il faut consommer du bois, c'est un matériau biosourcé, c'est un matériau qui stocke du carbone, on a besoin de ça, mais consommons du bois de façon responsable, avec du bois issu de forêts gérées durablement et en connaissant la provenance de ce bois-là. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler, de traçabilité et donc de cet outil d'aide au choix responsable. Je crois que j'ai tout compris, donc c'est parfait. Merci à vous, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Ce moment est à retrouver, comme toutes les autres émissions que nous tournons ici au Carrefour International du Bois, sur notre site internet, sur les sites du Carrefour International du Bois et sur le site de France Bois Forêt. Excusez-moi. Merci. Merci.